Bonjour. Cette fois-ci, c'est dans l'Aveyron que Micheline et moi allons nous perdre. Plus précisément dans le nord-est du pays, autour du village de l'Ailleul, qui évidemment est la patrie de la vache d'Aubrac, la race d'Aubrac, mais aussi du fromage de l'Ailleul, qui permet de cuisiner le fameux aligot. Et ici, il n'y a pas une grand-mère qui ne sache tourner son aligot. On parlera des couteaux incontournables et on rencontrera aussi un grand chef. Il s'agit de Sébastien Brasse, installé sur le plateau de l'Aubrac, qui entretient une relation toute particulière avec son territoire, qui va nous cuisiner une petite recette de son cru. Bon Micheline, accroche-toi parce qu'ici c'est pas goudronné et c'est justement ce qui nous plaît. À toutes. Je continue ma route, direction Soulages-Bonneval, à quelques kilomètres du village de l'Ailleul. C'est dans cette commune que Sébastien Brasse, ce chef triplement étoilé, entretient chaque matin une de ses plus belles fiertés. Un jardin potager entièrement dédié à son restaurant. Salut Sébastien. Bonjour Julie. Dis donc, tu m'avais parlé d'un petit jardin, mais c'est quand même assez organisé. Bonjour. 3. À la Véronaise. À la Véronaise. Donc ça fait partie du rituel de la cuisine, c'est la cueillette tous les jours. Ben oui, parce qu'on a une cuisine, tu sais, à dominante végétale, et ce jardin, c'est vrai que ça amène aujourd'hui une connotation encore plus poussée. On avait bien sûr toutes les cueillettes sauvages qui continuent. On continue à cueillir les ritrone, la cistre, l'ail des ours. C'est qui est l'emblème du restaurant. De la maison, exactement. Là, on l'a depuis quelques temps maintenant. Là. Et donc ce jardin amène un beau complément maintenant à notre signature de cuisine. La signature des Brasses, c'est avant tout de sublimer leur terre, l'Aubrac, en l'associant à des parfums d'ailleurs. Que ce soit Sébastien ou son père Michel, chaque voyage est l'occasion de glaner de nouvelles saveurs, comme cette Outunia, une plante très prisée pour la préparation des bouillons au Vietnam. Même sans la mettre sur la langue, déjà, ça a un parfum d'une puissance. Et moi je dis un parfum un peu métallique, tu vois, c'est ce que disent mes enfants, et j'ai trouvé l'idée pas bête du coup. Et ça, pareil, on l'utilise beaucoup sur des poissons ciselés très fins, tu vois. Donc finalement, c'est une expérience, une expérimentation permanente. Mais complètement. Alors, il y a des choses qui marchent, d'autres non. Il y a parfois un petit peu de rebut. Comme le faisaient les botanistes du XVIIe ou du XVIIIe siècle, la Marque et autres, qui faisaient venir des plantes et qui essayaient de les acclimater. Alors pour la recette que tu avais envie de préparer avec moi, du coup, qu'est-ce qu'on va cueillir? Alors moi, pour cette recette, j'ai eu envie de jouer sur l'amertume de l'endive associée à l'acidité de l'oseille, parce qu'à cette période, on a pas mal d'oseille. Oui. Donc on a de l'oseille vierge, on a de la rubra, on a de l'oseille argentée. Tout ça dans le potager? Tout ça dans le potager, oui. On est bon pour l'oseille? On est bon pour celle-là. On va aller chercher l'argenté, là où je l'aime bien, celle-là. L'argenté, d'accord. Ah, c'est drôle parce que j'aurais jamais pu imaginer que c'était de l'oseille. Oseille argentée, tu vois. Donc elle a une texture qui est sympa. Elle a une couleur, comme son nom l'indique, argentée. J'aime bien sa texture et bien sûr, on est sur un parfum, sur un certain degré d'acidité. Est-ce que tu as eu des regrets, des échecs avec des plantes qui n'ont pas pris? On a abandonné l'idée de cultiver des bulbes de lys. Pareil, j'en avais ramené quelques-uns du Japon. Mais le lys, pourquoi? C'est comestible? Au Japon, ils consomment le bulbe. Le bulbe, c'est la forme d'une grosse pomme de terre, comme ça fait comme des espèces de grosses écailles. Sauf que ça nécessite 3 années de mise en culture. J'avais tenté le coup, on les a ramenés ici, puis on a abandonné au bout de la 2e année, parce que c'était trop compliqué. En même temps, c'est pas mal aussi de savoir qu'il y a certains produits qu'on ne peut trouver qu'à certains endroits. C'est comme les saisons. C'est vrai, c'est vrai. On va aller chercher un peu de rubra. Autre variété d'oseille, donc. Oui. Alors la rubra, elle s'apparente un petit peu aux feuilles de rhubarbe, justement. Complètement. Hop là. Au fil de cette cueillette, Sébastien me laisse entreapercevoir l'importance de son jardin dans sa vision de la cuisine. Tu vois, regarde ce poivrier de Sichuan, là, il se régale ici, le climat lui convient à merveille. C'est l'arbre qui produit le poivre de Sichuan qui s'est acclimaté ici. Tout à fait. À l'automne, on voit donc les graines qui apparaissent, l'enveloppe qui s'ouvre, la petite graine noire au centre qu'on retire, enfin. Et c'est la baie qu'on récupère. Et c'est l'enveloppe qu'on récupère, qu'on fait sécher. Ah, c'est l'enveloppe, d'accord. Mais il produit tellement, on n'arrive pas à tout passer sur la saison, donc une fois de plus, tu vois. Oui, puis c'est un goût particulier, quand même, un peu camphré. Complètement. Ah non, on est fiers de ce poivrier, là, tu vois. C'est indissociable de la cuisine chinoise. Enfin, en tout cas, c'est chouanaise. Exactement. Voilà.
Ouais, c'est amusant. C'est un vrai voyage, ton jardin. Hein. Le jardin du monde. Jardin du monde, j'aime bien, ça vous ressemble. Après cette cueillette dans ce potager d'exception en plein cœur de l'Aubrac, il est temps de passer en cuisine et de rejoindre chez lui Régis, le second de Sébastien, pour réaliser notre première recette. Des endives pochées au safran et omble marinée. Bonjour. Bonjour. Je te présente Régis, figure incontournable de la maison. Bonjour Régis. On a fêté ses 30 ans de maison l'année dernière, voilà. Ah oui, on est fidèle à cette maison quand on y rentre. Oui, un peu. Il a bossé avec toutes les générations de Brasse, les grands-parents. Parce que les grands-parents étaient déjà restaurateurs. Mais oui, écoute, c'est mes grands-parents qui ont fondé le restaurant dans les années 50, au cœur du village. Et l'histoire a commencé comme ça, finalement. Ah, là, c'était au cœur du village. Vous, après, vous êtes monté un peu sur On le a plateau. déménagé, oui, en 92. Alors, nos petites herbes, il y a beaucoup de choses là. On a cueilli des oseilles pour jouer sur les acidités. On a quelques anisés. La fameuse cistre, dont nous parlions, donc l'emblème de la maison. Donc ça, c'est une cueillette sauvage. Ce qui caractérise ta cuisine, c'est vraiment cette harmonie entre les parfums de végétaux quand même au départ. Hein. Complètement. Et puis c'est vrai que c'est une palette d'expression assez extraordinaire pour agrémenter, pour assaisonner, pour relever tous nos plats. C'est magique. Et puis c'est une cuisine vivante. Tout à fait. Et nos fameuses endives. Et nos fameuses endives, hein, voilà. Donc ça, c'est un produit que depuis quelques années, voilà, j'ai plaisir à le mettre en avant. Mais d'autant qu'elles sont toutes fraîches. Ben, tout à fait. Donc endives de pleine terre, qu'on va pocher dans un courbouillon, parfumé à base de safran, puisque le Rouergue était une haute place de production de safran pendant longtemps, ça s'était perdu. Elle est redevenue. Et puis depuis quelques années, on a plein de petits producteurs qui se sont installés. On va préparer le courbouillon. Allez, on y va. Oh là, dis donc. Oui, c'est un plat à 300 € par personne, je préfère vous le dire tout de suite. Il y a à peu près 2 kilos de safran dans leur courbouillon. Pour le bouillon, il faut donc de l'eau, du sel et du safran, rassurez-vous, 1 gramme suffit, dans lequel Sébastien ajoute du cerfeuil et de la cistre. Il ne reste plus qu'à porter le tout à ébullition, un peu comme pour une décoction. Et alors vous, Régis, qu'est-ce que vous avez préparé là? Vous avez levé un filet de... Je viens de lever un filet d'omble. Ah, d'omble chevalier. Tout à fait. On en trouve dans la région, dans les lacs? On a un jeune qui s'est installé sur les contreforts du Larzac, qui a un élevage d'omble et de truites fario. Et il nous les livre vivants. Et on a un petit vivier au port de la cuisine, donc on va les chercher à la commande si tu veux. Pendant que Régis émince finement le filet d'omble, j'ôte le pédoncule des endives et je les coupe en deux, dans la longueur, pour ensuite les plonger dans le bouillon. Donc là, tu les poches pendant 10 minutes. Voilà, une dizaine de minutes. Pour les attendrir. Exactement, leur faire prendre la couleur, du parfum. D'accord. Alors maintenant, Régis a taillé l'omble. D'accord. Voilà. Et on va les assaisonner avec un mélange de sel et de sucre. Comme un gravlax, quoi, c'est ça. Allez, on y va. Allez, hop. Je te laisse faire. Ouais. Voilà. Et on va les laisser une dizaine de minutes. C'est juste pour les saisir finalement. Exactement. Je les couvre complètement ou... Tu les couvres complètement. Voilà. Et voilà. Nickel. Allez. Ensuite, sur le fond de l'assiette, on a prévu une petite vinaigrette aux œufs avec un œuf mollé. Pendant que Sébastien hache finement du cerfeuil, de l'estragon et de la cistre, j'écrase les œufs mollets. J'y ajoute progressivement de l'huile et du jus de citron, ainsi que les fameuses herbes du chef. En fait, c'est une mayonnaise déconstruite, finalement. Sauf qu'il y a le blanc, quoi. J'aime pas trop le mot déconstruit, mais c'est un petit peu ça. Et voilà. Parfait. Je te laisse mastiquer là. Masticateur. L'avantage du masticateur, c'est que ça écrase les fibres et on développe beaucoup plus les parfums que quand on hache au couteau. Je profite des quelques minutes de cuisson nécessaires pour les endives pour noter la recette sur mon carnet. Pour réaliser les endives pochées au safran omble mariné de Sébastien Brasse, il vous faut 6 jeunes endives de pleine terre, un filet d'omble chevalier ou de truite fario, 10 centilitres d'huile d'olive, le jus d'un citron, 1 à 2 grammes de pistil de safran, de jeunes pousses d'herbe anisées et acides comme de la cistre, de l'estragon, du cerfeuil ou de l'oseille, 200 g de gros sel et 20 g de sucre pour la marinade. N'oubliez pas de l'huile neutre parfumée aux herbes et 2 œufs mollets. Allez, il est temps de passer au dressage et je vous avoue que face à un chef aussi étoilé, je la joue plutôt profil bas. Alors, je te laisse mettre une cuillère à soupe de vinaigrette sur le fond de l'assiette. Sur le fond de l'assiette, d'accord. Un peu plus, non? C'est bien? C'est bon, parfait. Les endives, je te laisse faire. On va mettre 3 moitiés sur l'assiette. Aligné comme ça, parce que moi, c'est ton dressage, hein. L'inspiration, Julie, l'inspiration. Comment tu oui, sens? mais bon, je suis quand même dans une maison 3 étoiles, il faut que je suive un peu la norme. On y ajoute les lamelles de poisson mariné, de l'huile parfumée à la cistre, 2 ou 3 cuillères d'écume du bouillon au safran, quelques feuilles de notre récolte, une fleur d'ail des ours et c'est prêt. Allez, on goûte. C'est très bon parce que
Là aussi, il y a un contraste de goût étonnant. Tu as quand même l'amertume des endives qui est présente, pas trop, pas dominante, avec le côté presque un peu sucré du poisson et du safran. C'est très étonnant. L'oseille qui vient titiller. Oui, parce qu'après, tu viens cueillir, entre guillemets, des herbes comme ça dans l'assiette. C'est ça. C'est très agréable. Hein. Alors, tu sais qu'à la fin de mon séjour, je réunis les gens que j'ai rencontrés, autour d'une table, évidemment. Oui, oui. Et je suis en train de réfléchir, mais je me dis que ce serait bien de faire ça dans un bureau quand même, qui sont les abris de berger, c'est ça? Écoute, c'est un petit peu le lieu emblématique du territoire d'Aubrac. Et c'est des lieux où étaient les bergers pendant toute la belle saison, où ils gardaient les troupeaux, où ils fabriquaient le fromage de l'aïeul, la tome et le fromage de l'aïeul. Donc c'est vrai que c'est des endroits assez insolites. Mais donc on peut peut-être les utiliser pour faire un repas. On peut en trouver un pour passer un petit bon moment ensemble. Ça, Voilà. ce serait chouette. L'Aïeul est l'un des hauts lieux de la coutellerie en France, je ne vous apprends rien. Alors j'ai choisi de rendre visite à Thierry, qui dirige la Forge de l'Aïeul, qui est la seule d'ailleurs à produire des couteaux de l'Aïeul de A jusqu'à Z, lame et manche. Vous verrez qu'il travaille dans la pure tradition, mais qu'il se projette également dans l'avenir en réalisant des couteaux avec des designers et avec des grands chefs, comme Sébastien Brasse. Surmontée d'une lame de 18 mètres de haut, cette forge, imaginée par Philippe Starck, ouverte depuis 1987, est un véritable symbole. Elle représente la relocalisation du couteau de l'Aïeul dans son berceau après plus de 30 ans sans aucune forge. Ce couteau, que l'on appelait capuchadou au début du 19e siècle, était l'outil numéro 1 des paysans, éleveurs ou bergers du coin. Devenu un objet culte, parfois de design, les grandes étapes de sa fabrication sont restées les mêmes, à commencer par la taille du manche. On va venir repérer la partie la plus jolie, c'est-à-dire la partie la plus significative du bois. Donc on va avec un gabarit, un gabarit c'est tout simplement le modèle du couteau. On va venir dessiner le manche sur la partie de bois qui nous intéresse. Cornes de vache d'Aubrac, cèpes de vigne, bois de cerf, os de bœuf ou encore genévrier, ce manche est traditionnellement taillé dans des matières locales. Seconde étape incontournable, la forge des couteaux. Donc on part d'une plaque d'acier français. Cette plaque, on va la découper, on obtient des crampons. Ces crampons, on va les chauffer, ici. La température, c'est 1100 degrés, mais en fait, on dit rouge cerise. On va venir taper dessus avec un marteau pilon. On obtient une lame forgée. Cette lame forgée, qui est comme ceci, on va prendre un outil, on va venir découper et on obtient la lame. La lame subit encore plusieurs opérations, comme la trempe, qui consiste à tremper la lame dans de l'huile afin d'obtenir un tranchant de qualité, pour se retrouver entre les mains d'un artisan qui va la sculpter, en commençant bien sûr par la fameuse abeille, emblème des l'Aïeul depuis plus de 100 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, quand on fabrique une abeille, on ne fabrique pas une abeille. On fabrique autant d'abeilles que l'esprit de l'homme peut en avoir, puisqu'en fait, ils travaillent sur des abeilles sans avoir de modèle, et ils sculptent en fait ce qu'ils veulent. Dans cette forge, le sur-mesure est assez fréquent. Virginio, élu meilleur ouvrier de France en coutellerie d'art, ne travaille que sur ce type de commande. À raison de 4 à 5 couteaux par semaine, il réalise un véritable travail d'artiste avec des matières parfois hors du commun. Le manche est en molaire de mammouth, et en fait, il a sculpté à la demande du client ce mammouth-là à la place de l'abeille. Maintenant que j'ai trouvé mon lieu de banquet, un bureau perdu dans la nature, je vais demander à Thierry s'il ne peut pas me prêter une dizaine de ces beaux couteaux, et pourquoi pas des fourchettes. Bonjour Thierry. Bonjour Julie, bienvenue. Mais ça me fait très plaisir d'être ici. Dans la boutique de la forgerie, je découvre des dizaines de modèles, certains signés par de grands noms de la cuisine française. On s'amuse aussi à rééditer, exemple, un couteau qu'on a réalisé avec Sébastien et Michel Brasse, ou si vous voulez, on est reparti sur le capuchadou, qui est vraiment le couteau d'origine. Ça, c'est quel bois ? Donc ça, c'est du hêtre, qui en plus a subi, entre guillemets, un traitement qui lui permet de passer au lave-vaisselle. Ah oui, j'allais dire, ça me paraît pas évident. Ouais, je comprends. Il faut qu'on reste on dans une certaine allie et la tradition et la modernité. Voilà, en tout cas, l'usage contemporain. C'est exactement ça. Bien voilà. sûr. Et c'est important pour le transmettre. Mon choix va donc tout naturellement se porter sur les couteaux imaginés par Sébastien Brasse. Il ne me reste plus qu'à trouver les fourchettes. Ce que je vous propose, pour rester vraiment dans le terroir, on pourrait y mettre des fourchettes en os de bœuf. En os de bœuf. Bœuf d'Aubrac, rassurez-moi. On ne connaît pas de choses 100%. ici. Moi, j'ai une petite surprise pour vous.
Ah bon? Ah oui, oui. Pour que vous ayez un couteau dans la poche, écoutez, on vous en a prévu un qui est en corne de vache d'Aubrac. Vous aurez vraiment un couteau local. Ah, ça, et c'est vous l'aurez dans la poche, 100% ça peut local. sur vous. Un peu que je l'aurai dans la poche. C'est très joli, merci. Avec plaisir. Je vous embrasse. Mais il faut que je vous dois un petit sou, là. Vous me devez le plus petit sou que vous avez sur vous. Ah, c'est le plus petit? Pour me montrer que c'est pas une histoire d'argent. D'accord, c'est joli. Oh, il y a écrit Julie en plus. Et oui. Oh, ça me touche beaucoup. Mais ça me fait très plaisir. Hop, allez, direct. Je repars avec un beau couteau en poche et l'envie de terminer cette belle journée à Véronèse dans le bourg d'Espalion. Mon petit doigt m'a dit que dans ce village, à l'heure de l'apéritif, on pratiquait une activité que je ne pouvais pas louper. C'est étonnant ce jeu là. On dirait des quilles, mais c'est pas exactement ça, parce qu'il y a quand même une grosse boule, quasiment plus grosse qu'un ballon de foot. Et donc Bonjour. Bonjour. Je me demandais à quoi vous jouiez. C'est un jeu de quilles, oui. C'est un jeu traditionnel qui date remonte, de loin ouais, très très loin, oui. Le jeu a été codifié en 1912. Et alors d'ailleurs, ce qui est assez bizarre, il a été codifié par des Parisiens, c'est-à-dire, mais par des Aveyronnais de Paris. Ce qui se passait, c'est que d'un village à l'autre, les règles n'étaient pas les mêmes jusque-là. Donc vous jouiez au quilles à la soute, à la yole, vous n'aviez pas les mêmes règles du jeu. Seulement quand ils se sont retrouvés à Paris pour jouer le dimanche, les uns Il a fallu avec mettre les tout autres, le monde il a fallu, d'accord, voilà, il a parce qu'ils venaient fallu tous de villages différents. codifier le jeu. Aujourd'hui, deuxième sport en termes de licenciés en Aveyron après le football, les quilles sont très populaires dans la région et même pratiquées en championnat. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Je la prends un peu comme un cabas de marché, quoi. Voilà. La poignée, ouais, on dit comme je disais aux enfants, moi, la prise marteau, ouais, ou la prise cartable. Cartable, on ne le dit plus parce que le Cartable, cartable. non, mais moi, cabas de marché, ça me parle. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et D'accord. alors, vous voyez, il y a une frappe là, donc c'est cette Ah, c'est par là partie-là qu'on qui frappe doit frapper, voilà. Et il faut frapper au centre. Oui, Voilà. tout Oui, à fait. hein, ouais, pour pas ouais. la déporter. Et il faut la tenir aussi au centre. Alors, donc, un conseil, aux abris quand même. Bon. Voilà, là, comme ça, voilà. Voilà, super. Bon, c'est ça, hein. C'est un début, quoi. Ouais, mais Elle a après, dépassé la ligne blanche. Voilà. Bon. Pour commencer la partie, je dois donc frapper une quille avec la boule. Le but étant de faire tomber les autres. Voilà, C'est ça pas y est. gagné. Ah, ça y est. Vous allez essayer d'envoyer la J'ai boule celle-là. ici pour essayer de faire tomber cette frange. Et la boule pas comme ça. Ah, Ça, c'est comme la ça. pétanque, ça. Ça, c'est Comme la pétanque. Comme ça. Et Ça, c'est c'est le comme ça. bowling. Mais alors, Ça, je fais ça, comment? c'est la C'est pétanque, ça, pétanque c'est ou bowling? Comme ça, la prise cartable toujours. Ah, marteau. comme ça. Ah, Voilà, la prise tout à fait. cartable. Et voilà, Ah! c'est ça, tout à fait. Et alors là, en fait, j'ai droit à combien de coups en temps normal? En temps normal, vous jouez, vous envoyez la quille, Ouais, comme j'ai vous droit à avez fait, deux vous coups, faites quoi. tomber celle-là, et après vous jouez la boule. Au fil de la partie, il faut aussi s'éloigner de plus en plus pour se retrouver parfois à 20 mètres des quilles. Plus facile à dire qu'à faire. Merci pour votre accueil. Content de présenter notre jeu. Vous pouvez, parce que Jeu c'est vraiment traditionnel, patrimonial. voilà. Merci Jean. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je quitte Espalion et ses joueurs de quilles, et c'est avec plaisir que je retrouverai Jean lors de mon banquet. Nous voilà partis pour cuisiner la falette d'agneau. Je ne connaissais pas ce plat d'ailleurs. C'est une poitrine d'agneau, agneau de l'Aveyron bien sûr, qui est absolument délicieux, qui est farci de tas de légumes et de viandes différentes. C'est une des spécialités de Régine qui nous accueille dans sa maison de Montpérou, qui est située à mi-chemin entre l'Ailleul et Espalion. Et Régine était agricultrice, maintenant elle est à la retraite, et elle tenait également une petite auberge. Donc c'est dire si la cuisine, ça la connaît, d'autant qu'elle a son potager. Et c'est une recette familiale qu'elle tient de sa maman, je crois, et qui évidemment figurera au menu de notre banquet. We have gone to the country in your old car. We have lost our way so many times. Nous y voilà. Bonjour Régine. Bonjour. Ah, je vous prends en plein travail là. Oui, voilà. C'est une jolie maison, vous avez une cheminée magnifique. Je fais un bisou. Allez, 3.
Alors vous êtes en train de préparer... Eh ben, pour faire une falette d'agneau fameuse farcie. falette. Alors la falette, c'est la poitrine, C'est la ça poitrine de l'agneau. D'accord. Et qu'on Entre les cuisine traditionnellement ici. Eh ben, c'est ma mère et ma grand-mère qui faisaient ça, donc j'ai continué à faire ça. Mais c'est vrai que finalement, on associe souvent l'Aveyron à la race d'Aubrac, donc Oui, à la viande. viande bovine, au veau Mais aussi. dans le temps, si vous voulez, dans les fermes, mon grand-père et ma grand-mère avaient une ferme à côté de Curières et ils avaient un troupeau de moutons. De mouton. Voilà. Oui, parce que je retrouve beaucoup dans les maisons cette tradition du mouton et de Et l'agneau. maintenant, ça se fait plus. Il y a quand même l'agneau de l'Aveyron aujourd'hui. Ah oui, la en laiton bas, notamment. c'est hein. la laiton, il est très la bon. laiton, ouais. Allez, je vous file un coup de main. Carotte. Voilà. Et alors cette pancette, donc c'est votre maman qui vous a appris à le faire? Mais c'est ma maman qui m'a appris à cuisiner. Ouais. Vous faisiez quoi comme recette alors? Et le chou farci, la poule farcie, la falette d'agneau, les côtes de bœuf et tout Ouais. ça, quoi. L'aligot, et puis voilà. Elle a l'igo, forcément. C'est ce qui vous a donné vos muscles. Oui, un peu trop, mais tant pis. C'est navet, carottes, Oui, poireaux. comme un bouillon de pot-au-feu, on fait. D'accord. Après, on met oignons. un bouquet garni, Donc bouquet garni avec poireaux, poireaux, céleri, thym et laurier. thym et laurier. Alors, d'accord. on le met dans la marmite Dans la marmite qui est là. avec C'est parti. Hop, le navet. le navet. Dans le bouillon, nous ajoutons aussi des carottes et un oignon piqué de clous de girofle. Et là, on va laisser ça mijoter pendant combien de temps? Ça, jusqu'à temps que j'ai farci ma falette. D'accord. Donc ça, c'est la fameuse poitrine d'agneau. Voilà. Que j'ai un peu cousu. Que vous avez ouverte alors, c'est vous? Que j'ai ouverte, Ah oui, mais le dis donc, boucher, il peut c'est l'ouvrir. délicat parce que vous gardez les côtes, c'est ça? Voilà. Et donc, il faut vraiment trancher à Voilà. l'intérieur, dans l'épaisseur. Voilà. C'est vous qui l'avez fait ou c'est Oui, lui? C'est le c'est boucher. moi. Moi, je serais pas capable de Si. faire ça. Ah ouais? C'est facile. Mais comment vous le faites? Parce qu'il faut pas l'entailler sur le côté, bien sûr. Ah non, non. Eh oui. Vous commencez de faire tout à petit, comme ça, Ouais, petit à petit. ouais. Et après, quand Avec c'est la mieux, main, c'est avec ça la main, vous faites Ah, comme ça. ça là. se détache Voilà. après, naturellement. Voilà. Et puis, il faut la coudre là, et Oui, après... parce que le voilà. principe, c'est d'en faire une poche, donc il faut qu'elle soit Voilà. complètement étanche. Voilà. D'accord. Pour la farce, il faut un peu de chair à saucisse. Je découpe des morceaux de jambon blanc en dés pour les passer au mixeur et je renouvelle l'opération avec le veau. Et cette recette, en général, on l'a fait pour quelle occasion? Ah, cette recette, on l'a fait quand on avait des repas. C'est ça, pour quand on était nombreux, parce qu'on peut nourrir combien Ah de oui, personnes? oui, oui. Ah, ben là, je peux nourrir 10 personnes. Facile, ouais, c'est ça. Donc c'était pour les grandes occasions, Ouais. comme on dit. Quand on moissonnait. Ah, c'est ça, quand on moissonnait, pour fêter un peu les... Voilà, la fin des de la moissons. fenaison, la fin de la moisson, ou le début de la moisson, ils étaient nombreux à moissonner, donc Bien ils faisaient sûr. des plats comme ça. On est bon là ou... Ah oui, oui, c'est bien, c'est là bon. D'accord. Faut la technique notamment pour ouvrir la poche d'agneau, mais après c'est assez simple. Ah, c'est facile, oui, c'est pas compliqué, après ça cuit tout seul. Blettes, persil, oignons sont tachés au mixeur, puis nous les incorporons au mélange jambon-veau, chair à saucisse. Nous rajoutons 3 œufs et un peu de pain. C'est de la mie de pain de campagne. Voilà, c'est la mie de peine de campagne. C'est le pain de la veille, quoi. Voilà. Même... De l'avant-veille. Oui, Ça, c'est pour épaissir un peu la farce. Hein. c'est pour que ça tienne mieux. Et vous l'avez fait tremper dans le lait? Ouais. J'y vais? Ouais, allez-y. Une bonne rasade de sel, de poivre et la farce est terminée. Il ne reste plus qu'à l'introduire dans la falette. Une opération un peu délicate. Faut tout mettre? Ouais, quand même. Faut qu'elle soit quand même un peu Bien remplie. sinon. Ça contient, hein, cette bête-là. Ah ben oui. C'est tout, on s'arrête là ou... Oui. Oui, parce Parce qu'après, elle va crever. péter, Voilà. Ouais. Vous cousez si Eh vous ben, et on va se lancer. C'est pas ma spécialité, mais il faut bien savoir le faire. Et après, quand il restait, on mettait des pruneaux et bon on faisait cuire le reste dans le four. C'était un farsou. Un peu comme le pruneau. punti. Enfin, Oui. oui, ou le farsou, ça dépend des régions. Voilà. Mais c'est vrai qu'en Auvergne, on appelle ça le punti. Oui, exact. Ça va comme ça? Très bien. Je suis bonne à marier, quoi. Une fois la falette cousue, nous la plongeons dans le bouillon frémissant et c'est parti pour 1h30 de cuisson. Le temps pour moi d'écrire la recette de Régine sur mon petit carnet. Pour réaliser la falette, il vous faut une falette, donc une poitrine d'agneau avec côte, ouverte en deux dans l'épaisseur, 350 g de chair à saucisse, 300 g de jambon cuit, 400 g de veau maigre, 3 œufs, 2 poignées de mie de pain trempée dans du lait, un beau bouquet garni, 3 carottes, 2 navets, 2 oignons, des clous de girofle, une grosse poignée de blettes, du persil, du sel et du poivre.
l'a découpé, normalement, on enlève les petites... Ah, ça part tout seul. Voilà. Ah, c'est drôle ça, j'avais pas imaginé. Bah oui, une fois cuit, évidemment, une fois bouilli. Ah, dis donc, non, c'est beau à l'intérieur. Magnifique, Voilà. très joli. C'est parti. Ça a l'air somptueux. Puis Il j'aime faudrait bien peut-être- ces plats où les légumes s'équilibrent avec la viande, tu vois. Il y a finalement autant de légumes que de viande. C'est très bon parce que la farce est très moelleuse. J'imagine que c'est lié à l'œuf, au jambon, mais aussi au pain. Ouais, voilà. Il n'y en a pas trop non plus, elle garde son goût. Et on voit bien d'ailleurs qu'elle est aérée, tu vois, elle est Oui, souple, elle est pas elle mal. n'est pas ferme. Très agréable. Et malgré tout, ce qui est bien aussi, c'est que le fait que tu aies haché avec ton hachoir, qui n'est pas un hachoir Oui. entre guillemets professionnel, Ah oui, du mais coup, il y a des morceaux, Voilà. c'est agréable. Ah oui, parce que sinon, si c'est trop haché, c'est Mais pas... oui, ça n'a pas de goût. Je me régale. On se moque souvent des Anglais en disant qu'ils font bouillir les viandes, et notamment l'agneau. Mais là, c'est Eh ben, ça fait, délicieux. oui. C'est vrai C'est que délicieux. nous, on aime bien, quoi. Parce qu'il y en a qui la font... celle de veau, ils la font au four. Au four, mais ça doit être Mais desséché c'est quand plus même. sec. Bah oui, forcément. Nous, on aime mieux. D'autant que, comme tu dis, après, tu récupères un bon bouillon, tu peux l'utiliser pour Voilà. d'autres plats ou le boire tel quel. Voilà. C'est bon, hein, ça vaut le coup de s'y mettre. Régine, on se retrouve pour le banquet. Oui. Sérieux, tu viens avec ta fallette? Je viendrai avec ma fallette. C'est gentil. Voilà. Tout le monde est là, sous la tente blanche, tailleur et cravate, habille ce dimanche. Aveyron rime avec fromage, l'aïeul bien sûr, mais aussi le bleu d'Écosse, le pérail et le roquefort qui est produit dans le sud du département. Et plus exactement au sein de la roche de Combalou. C'est une particularité géologique, on pourrait dire. Cette roche calcaire, ce piton rocheux, qui est truffé de caves et de cheminées naturelles, à l'intérieur duquel sont logés les fromages, les caillés de brebis, qui, de par la ventilation naturelle qu'il y a sur la roche, bleuit, en réalité moisit et prend toutes ses caractéristiques olfactives et gustatives. Nous allons rendre visite à l'une des 7 caves qui produit encore aujourd'hui le roquefort AOC, bien sûr. Je te trouvais superbe pendant ce temps-là, allongé dans l'air. C'est à une vingtaine de kilomètres de Millau, dans le parc naturel des Grandes Causses, que s'étire la cité de Roquefort. Sous des dehors paisibles, plus de 1000 personnes travaillent à l'affinage de ce fromage. Un monopole qui remonte à la fin du Moyen-Âge sous Charles VI. Ici, tout se passe dans l'éboulis du Combalou, le long de ces failles, appelées aussi fleurines. Ce sont les poumons des caves, en quelque sorte. Là, on va regarder, vous allez voir qu'aujourd'hui, la fleurine, elle souffle tellement qu'elle mettait la flamme du briquet. Voilà, ça, c'est le geste que fait l'affineur pour vraiment vérifier qu'une fleurine souffle ou non. Alors voilà, là on arrive dans l'éboulis. On a quelques centaines de roches au-dessus de notre tête. C'est par cet immense réseau de failles que l'air s'engouffre, se refroidit, se charge en humidité et arrive dans nos caves. D'ailleurs, si on observe bien, on voit là que les parois sont très humides. Donc une fleurine qui est sèche, c'est une fleurine qui est morte. Donc une fleurine doit toujours être humide. C'est le signe de la bonne santé de la fleurine et d'une fleurine en activité. Depuis plus de 30 ans, Jackie, qui est maître affineur, surveille quotidiennement ces pains de Roquefort, et cela dès leur livraison. Alors là, voilà, ces fromages arrivent aujourd'hui dans les caves, en provenance de nos fromageries. Et là, on commence, dès leur arrivée, à porter un premier jugement sur la qualité du produit. 2 critères primordiaux, la texture de la pâte et la régularité des cavités du fromage. Ces mêmes cavités où se développera le Penicillium roqueforti, le champignon qui va bleuir le roquefort. C'est peut-être le jugement le plus important de la vie du roquefort. Là, on peut voir d'ores et déjà les qualités ou les défauts du produit quand il arrive. Compte tenu de la multiplicité des fournisseurs de lait de brebis et pour assurer la sécurité sanitaire du fromage, chaque pain est marqué. Cette traçabilité est très importante car elle nous permet à tout moment de retrouver un lot de fromage, de remonter à un producteur de lait, voire même à une brebis. Dans cette cave d'affinage, pas moins de 20 000 fromages sont en train de maturer à des températures évoluant entre 7 et 9 degrés. Un savoir-faire ancestral qui, au fil du temps, a subi quelques adaptations.
Par exemple, la culture du pénicillium, qui traditionnellement se fait sur du pain de seigle au cœur des caves, a quasiment disparu. La technique est identique, si ce n'est que nous, on cultive ces pénicilliums-là en laboratoire, sur des pâtes à pain, en milieu stérile. Tout ça pour avoir des souches de pénicillium les plus pures possibles. Une fois le fromage ensemencé de pénicillium, il vieillit donc ici, paisiblement, pendant 14 à 21 jours. Quand on l'estime assez bleu, il est enveloppé dans du papier d'étain pour stopper le développement de la moisissure et transféré au minimum 90 jours dans une chambre froide avant d'être commercialisé. C'est au volant de Micheline que je retourne dans le nord du département, dans les environs de l'Aïol. Avant de me rendre sur les lieux du banquet, on m'a conseillé de faire un arrêt chez un personnage incontournable de l'Aubrac. Capou, c'est une figure de la région qui a créé, j'ai pas bien compris, j'ai l'impression qu'on est un peu hors norme, un musée, un grenier, en tout cas un endroit qui valorise l'artisanat typiquement aveyronais à travers une collection d'objets anciens. Bref, quelque chose qu'on ne pouvait pas louper dans les carnets de Julie. Ouais, mais en avant, ouais. Vous êtes Capou? Bonjour Julie, voilà. Oh là 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 là, mon Dieu, c'est impressionnant cet endroit. Hein. On est en train toujours de ranger, enfin, de Qu'est-ce les que c'est que ranger. ça, des calèches? C'est des calèches. C'est quoi? C'est un musée du C'est moyen pas- de transport? Ah, non, non, je vois non, des non, vélos. non, c'est pas un musée, c'est un grenier. Mais est-ce qu'il y a un thème qui conduit votre collection? Non, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de thème, on est passionné de Les tout. objets du passé. Les objets du passé, voilà. Alors, il y en a qui m'appellent un brocanteur, un antiquaire. Est-ce que vous les vendez? Ah, oula, surtout Ah pas. non, c'est Ah ça. non, non, non. Vous les exposez? On les expose, voilà. Et alors maintenant, on m'appelle, et ça j'aime bien quand on m'appelle, Capou, un passeur de mémoire. On transmet aux jeunes le savoir de nos anciens, comment, avec peu de choses, on se débrouillait. Tiens, ça, voilà, peut-être vous ne connaissez pas. Non. Les gamins me disent que c'est une selle pour la mobilette. C'est une outre? Qu'est-ce Non. que c'est? Voilà. C'est un coussin pour porter Ah, extraordinaire. les paniers de raisin. Qui est fait en quoi? Alors bien sûr, on faisait tout, nos anciens. Le panier magnifique. à osier, le coussin avec la couenne de cochon et à l'intérieur du crâne de vache. Parce que j'oublie pas de dire que nos anciennes ne jetaient rien. C'est Et ça la couenne, C'est la peau de cochon. séchée. Ouais, voilà, c'est séché. Chez Capou, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Ici, à chaque pièce, sa thématique, l'agriculture bien sûr, mais aussi les transports, vélos, landaux, bidons d'huile, voitures et même cars datant de l'après-guerre. Il est à peine plus vieux que ma petite Micheline, hein, finalement. Oh, si, quand même. Hein. Celle-là date de 49, alors que la tienne date de C'est 60. sûr, des années, exactement. 70 quand... Ouais, 70 plutôt. Mais alors, vous récupérez, ça j'ai compris, vous achetez parfois, mais est-ce que vous restaurez aussi? Non, on ne restaure pas. On le laisse dans son état d'origine. Dans son jus, comme on dit. mais à condition qu'il se conserve. Tout ce qui est ancien et plus globalement tous les objets racontant une histoire liée au territoire de l'Aveyron intéressent cet ancien agriculteur. Et Capou, je pense à une chose, moi j'aimerais bien trouver un objet qui soit lié à mon voyage, et l'aligot, Oui. le fameux aligot. Oui. Je vais en préparer. Peut-être que vous auriez le bâton, je ne sais pas comment on appelle ça, Ah non, qui permet de la remuer spatule. l'aligot. La spatule. Ah, tu voudrais voir une spatule? Être traditionnelle, oui, j'aimerais bien. Bien sûr. Voilà la spatule. Aussi grande que ça, d'accord. Ah oui, attends, C'est des rames. Non, c'est pas des rames, c'est pas du. Voilà la spatule typique de la région. Typique. Voilà. Oui, mais c'est rien de spécial. C'est une planche un peu travaillée, bien sûr, qu'on s'en sert pour tourner l'aligot. Et ici, bien sûr, quand on fait des aligots qu'on appelle géants, on a des grandes bassines. Pour les grandes fêtes. Voilà, des grandes fêtes. Mais ça, c'est Là, pas. il faut de la poigne. Hein. La petite, je m'en contenterai finalement. Ah bon, je te prête la petite si tu la Ouais, veux, je je veux sais bien. pas. Voilà. Mais Je te la rendrai, hein. Et bien voilà. Eh bien, Mais comme ça, j'aurai la vraie spatule. La vraie de spatule, voilà. Bah, en tout cas, merci pour cette visite très instructive et bravo surtout pour cette initiative. Et d'ailleurs, j'engage tous ceux qui nous regardent dans leur région Oui. à faire la même chose, même à une petite échelle. Hein. Mais c'est comme vrai moi, que c'est une petite échelle. Et je ne récupère que des objets de la région qui ont pu vivre ici. Le plateau de l'Aubrac. Eh ben, je peux dire, cette spatule va rester dans l'Aubrac et elle va préparer l'aligot de l'Aubrac.
Bon, bah maintenant, il va falloir la faire rentrer dans la voiture parce que... Elle n'est pas trop longue, moi, ça j'ai pas passera. un bus, Ça passera. hein. Et c'est vrai que tu as une belle petite voiture. T'as vu ça un peu? Eh Peut-être oui, qu'un eh jour, oui. elle finira dans ton grenier, hein? Ah oui, mais il faut attendre encore quelques années. Salut Capou, merci. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'Aubrac. C'est toujours spectaculaire ces grandes étendues. Alors, on vient ici pour réaliser notre dernière recette, forcément l'aligot. On n'allait pas quitter l'Aubrac sans réaliser un aligot. Comme il se doit, c'est Géraud qui va nous initier. Géraud est agriculteur et il nous a proposé de le retrouver dans son buron. Ce sont ces abris de berger traditionnels en pierre. Alors aujourd'hui, il y en a peu qui ont été reconstruits et qui sont en bon état. C'est le cas de celui de Géraud. Et par ailleurs, on va aussi célébrer notre banquet. Comme ça, on sera vraiment dans un paysage traditionnel de l'Aubrac. Et ce sera l'occasion d'évoquer toute la tradition pastorale, la transhumance, qui se pratique encore ici, évidemment de moins en moins. Et Géraud en sait quelque chose parce qu'il est né le jour de la Saint-Géraud, qui marque la fin de la transhumance. C'est magnifique. Alors, mon bâton de marche, hop là. Faut pas l'oublier, l'arme fatale pour l'aligot. Là, je crois que c'est là-bas les burons. Allez, en route. 1 kilomètre à pied. Oui. Entrez. Bonjour Géraud. Bonjour Julie. Ah ben voilà le fameux buron. Bonjour. Ça va? Ça va bien? T'es déjà en train de préparer Ça y l'aligot? est. Alors moi je suis venue avec une spatule, Oula. mais c'est du calibre. Hein. C'est une belle spatule. T'as vu ça? On a C'est une intérêt belle à être spatule. nombreux. Voilà. On essaiera de faire avec une plus petite Ah, spatule. tu crois que qui ça va sera pas marcher? plus appropriée il va à être la déçu, marmite. Capou. Bon, moi, ça m'a servi de bâton de marche, en tout cas. Donc là, tu coupes le fromage. Je suis en train de préparer la tome de l'Aubrac en fait. Ça, c'est la tome fraîche, C'est la donc, tome fraîche de l'Aubrac. qui n'a pas été salée. Qui n'a pas été salée. C'est le lait caillé pressé, D'accord. non salé. Donc, et sans affinage, bien sûr. Et sans affinage, voilà. C'est D'accord. une Je peux tome qui goûter a 2 jours. Ouais, bien sûr. Ça se mange comme ça, sinon Ça se mange comme ça, oui, mais bon. Faut avoir l'habitude, quoi. Voilà, c'est la tome fraîche, c'est le premier stade de fabrication du fromage de l'aïeul. Il y a un côté un peu élastique. Il y a Ça un côté- crisse un peu sous la dent. Ça crisse un peu sous la dent. Et ce côté élastique, il est très important parce que quand la tome va fondre dans la purée, C'est ça qui va faire ça le va donner filant. le filant. On ne peut pas faire un aligot sans tome fraîche. Non, on ne peut pas faire un aligot sans tome fraîche. Ok. Pendant que je m'attelle à la découpe de la tome en fines tranches, histoire que ça fonde bien, Géraud va chercher les pommes de terre qu'il a déjà fait cuire sans leur peau. C'est bon pour la tome? Hop. Bah écoute, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on est bon? Oui, sauf que continue il faudra tout faire. Ah, Pour la mais recette, quelle il faut- bonne nouvelle. C'est tout ça là. Moi, j'ai pas 20 ans, hein. Ouais, ouais. Je sais pas si ça sent un peu bas là, non? C'est vrai que bon c'est un peu pas. Et ce buron, il est dans la famille depuis longtemps? En fait, ce buron, il n'est pas dans la famille depuis ses origines. C'est une exploitation qu'on a achetée en fait. Ce qu'on fait chaque année, c'est à l'époque de la transhumance, on monte les troupeaux dans les estives où elles vont passer une période qui va du 25 mai, qui est la Saint-Urbain, fête de la transhumance, au 13 octobre, qui est la Saint-Géraud. Voilà. Date de ta naissance, Voilà, date j'imagine. de ma naissance. Ici, on considère qu'on est dans les estives? Ah, ici, on est dans les estives. On continue, on fait tout? Non, Ah ça, bon. il n'y a pas à faire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire la purée. Géraud passe les pommes de terre au presse-purée. J'y ajoute ensuite de la crème au fur et à mesure, histoire de bien imprégner la pomme de terre, puis du beurre. Faut pas oublier aussi de saler un petit peu. Ouais. Faut ne pas oublier de saler parce que c'est vrai que le fromage n'est pas salé. Le fromage n'est pas salé. Voilà, hop. Donc là, la purée, elle va pas mal. Il ne reste plus qu'à la réchauffer et nous commençons à incorporer la tome. Il y a un geste, je suppose, si tu fais pas les choses au hasard. Disons que quand on remue l'aligot,
Il faut une certaine souplesse dans le geste pour que les ingrédients s'incorporent tous de façon homogène. Et puis, on tourne toujours dans le même sens, en fait. Ah d'accord, pour créer les fils, c'est ça? Disons pour pas les casser, en fait. Mais on sait qui un jour a eu l'idée étrange, a priori, de mélanger du fromage non affiné à de la purée de pommes de terre? Dans le temps, dans les burons, les buronniers n'avaient pas le droit de toucher au fromage, en fait, qu'ils fabriquaient. Par contre, ils avaient le droit de prélever de temps en temps un petit peu de tome, c'est-à-dire le premier stade de fabrication, et ils se faisaient un aligot, quoi. Ils ont inventé cette recette pour utiliser la tome fraîche. Voilà, tu as vu le geste? Ouais, je crois. C'est pas si simple, parce qu'il y a une sacrée résistance, hein. Oups là! Il faut que je le tienne. Ouais, parce qu'en plus, il faut pas que ça brûle, c'est-à-dire qu'il faut... Et non, il faut pas que ça brûle. Je vais le tenir, là, tu peux... Voilà, faut bien aller au fond pour pas que ça accroche. Oui, bien sûr. Et toujours dans le même sens. Et toujours dans le même sens. Mais là, on est pas mal, je pense. On est bien? Ouais. Voilà, je vais te montrer le geste pour le faire filer. Ouais, vas-y. Pour faire un beau fil. On va bien chercher au fond. Et là, hop, on le fait monter. Ah, c'est un peu dans l'esprit de la guimauve. Voilà. Et là, je peux monter sur un tabouret et je vais... L'idée, c'est d'aller le plus haut possible. D'aller le plus haut possible. Voilà, là, ça fait un beau fil qui est bien... Avant de débuter le banquet, je m'échappe quelques minutes pour admirer la vue et noter la recette de l'aligot de Géraud. Pour 6 personnes, il vous faut 1 kg de pommes de terre à purée, de préférence un peu vieilles car elles contiennent alors moins d'eau, 300 g de tomes fraîches de l'aïeul, 10 centilitres de crème liquide et enfin 100 g de beurre si vous souhaitez encore plus d'onctuosité. Il est temps d'accueillir mes premiers invités. Sébastien Brasse, le grand chef étoilé. Et oh, je sens que vous nous apportez de bonnes choses. Salut. Thierry de la coutellerie de l'Aïeul, mais aussi Lucien Conquet, un ami de Géraud, boucher de profession. Bonjour. Vous nous apportez de la viande. De la viande d'Aubrac. Oui, tout à fait. J'ai ouï dire qu'on allait avoir un fournisseur. Voilà. Tandis que Sébastien commence à dresser ses entrées en cuisine, nous préparons la table du banquet avec les couverts de l'Aïeul, choisis chez Thierry. Et c'est au tour de Régine, notre cuisinière de Falette, d'arriver au bureau. Oh là 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 là. Ah oui, ça pèse lourd, son poids, hein. Accompagnée de Jackie, maître affineur de Roquefort, et de Jean, mon professeur de quilles d'Espalion. 3. Bonjour Jean. C'est sympa d'être venu. Écoute, tu sais quoi? Tu arrives à quoi? Non mais j'avais pas mesuré. Dans ce bureau, en pleine nature, on accepte de faire avec les moyens du bord. Et c'est dans cette ambiance conviviale que va pouvoir débuter le banquet. Et on n'est pas bien là? C'est magnifique. Superbe. Et franchement, faut vraiment être un cuisinier 3 étoiles pour arriver à sortir des assiettes comme ça. Il y avait une petite mise en place au restaurant quand même, non? Oui, je me suis organisé, oui. Ouais, Oui. c'est ça, hein. Je connais un petit peu les bureaux, je connais le contexte. Tu le connaissais celui-là, ce bureau? Celui-là, je le connaissais pas, non, c'est magnifique. Ah non, c'est vraiment incroyable, oui. Ouais. Non, il y a c'est beaucoup génial. de bureaux restaurés comme le tien? Restauré, il y en a quelques-uns, oui. Après, celui-là, il a la particularité d'être très difficilement accessible, en fait. En même Mais ça temps, nous ça va a été bien. 20 minutes de marche Oui. particulièrement agréable en ce qui me concerne, hein. Ah, écoute, c'est somptueux. Allez hop, on attaque. D'autres plantes? Ouais, c'est bon, hein? C'est très très bon. Très très bon. C'est vrai que c'est très fin parce que tout est en Ah, c'est douceur très, très bon. et en même temps il y a du contraste. C'est très très bon. Alors vous vous connaissiez tous les deux, Sébastien et Régine? Oui. Très bien. On se connaît tous dans le pays. C'est vrai, ben, j'ai Oui. l'impression là aujourd'hui vous vous connaissez à peu près tous. Et Jean, toi aussi tu connaissais tout le monde? Ben presque. Ah oui. hein. Et alors est-ce que vous jouez aux quilles les uns et les autres? Parce que j'ai cru comprendre à travers Jean que c'était quand même un peu incontournable ici. C'est un jeu traditionnel, oui, Ouais. du pays, oui. Et la plupart des joueurs de quilles pratiquent ou le foot ou le rugby. Les saisons sont complémentaires. Le foot et le rugby démarrent en septembre et se terminent, on va dire là, en avril, quoi, à peu près avril. Et les quilles démarrent là, donc les quilles après prennent la suite Ah oui, c'est ça. jusqu'à fin août, en gros. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un ancrage territorial. Alors il est propre à toutes les régions de France, mais particulier ici, peut-être de par le fait que c'est une région qui est un peu enclavée aussi, notamment pendant l'hiver. Oui, tout à fait. Plus les régions sont difficiles, plus les gens sont attachés à leur territoire. Parce qu'ils l'ont gagné ce territoire Ils l'ont finalement. gagné parce que pour y vivre, c'est presque un combat de tous les jours. Il s'est fait naturellement parce que l'Aubrac est à cheval de ces 3 départements. Et il s'est fait naturellement. C'est pas grave. Oui, c'est vrai que l'Aubrac est à cheval même sur 3 régions, c'est ça? Oui. C'est alors Midi-Pyrénées, Auvergne Languedoc-Roussillon. et Languedoc-Roussillon. Ah oui, mais il est gigantesque ce plateau de l'Aubrac. Oui, d'ailleurs, on est en train de travailler sur l'indépendance. Là. Ouais. On dit souvent que la carte n'est pas le territoire. Pour nous,
on ne peut plus. Fais gaffe, il y a quand même des Aveyronnais du Sud, ça va pas leur plaire. Hein. Je garderai l'Aubrac. Est-ce que tout le monde connaît la Falette? Non. Qui a dit non? Ah oui. Jackie. Ah ben forcément, c'est les strangers. On t'a donné Merci. tous tes secrets, Régine, au moins de la Falette Ah, à écoute. Julie, parce que de la carotte. Je l'ai pas encore fait à la maison, mais je peux dire que c'est bon. Alors Lucien, c'est comment? Excellent. C'est excellent. Ça me Ça rappelle vous parle? Moi, je les écoute. Moi, ça me rappelle pas ça se perd un l'enfance, mais petit c'est peu, ça. on en fait moins. Ma grand-mère, j'ai souvenir, elle nous en faisait Donc, régulièrement. c'est Ça, un plat comme où- dit Lulu, c'est les souvenirs d'enfance, ça qui te Ouais. remontent là. Il faut être un peu nombreux pour le manger. Alors ces fameux Aveyronnais qui ont monté des brasseries, des cafés, notamment à Paris, mais pas seulement. Aujourd'hui, ce sont des gens que vous revoyez, cette diaspora, Ah entre oui, ils restent, guillemets. ils viennent. Ah Mais par oui. contre, les enfants d'eux, ils viennent moins. Ah, Les Parisiens qui descendent, c'est ce qui a longtemps fait vivre aussi le pays, parce qu'ils Eh avaient oui. les moyens. Eh oui, oui, Ils c'est avaient eux qui fait avaient un peu amené sortir de C'est clair, Paris. c'est clair. Ouais. Du 1er au 15 août, en fait, Ah oui, Ah ouais. l'attachement aux racines est vraiment important. Je crois que l'Aveyron est fidèle, finalement. C'est aussi ça, hein, c'est une fidélité à son département, à sa terre. Oui. Pendant que Lucien fait cuire ses faux filets de bœuf, Géraud revient à table avec son aligot. Par contre, Julie, il faudra le tourner, mon niveau. Et surtout le faire filer. D'accord. Moi, je te regarde. Il faut y aller tout en finesse et tout en... Parce que là... Dis tout de suite que tu pensais que Non, j'allais non, pas y pas- aller non, tout en non, finesse naturellement. Pas du tout, Non, non, mais non, pas du qu'est-ce tout. que c'est que ce garçon? C'est bien parti. Voilà. Trop fort. Là, Impeccable. ouais. Bon, excusez-moi, mais... Ah oui, il faut. L'auteur, attention. Ah là 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 là. Je sers qui? Ah bah avec ça va aller mieux là, je peux faire de la route. Hein. Bon, tu sais quoi? Je suis désolée, je suis très mal élevée, mais je goûte. Parce que je Merci. sens qu'il Alors, faut goûter chaud. Il est bon? Bah, je sais pas quoi te dire parce qu'on n'en ai pas mangé non plus très souvent, mais je il trouve doit ça être bon. très bon. Parfois, il faut le voir, c'est super, je crois. Mais alors là, il est tout à fait différent de... Oui, on le sent bien. Le Ah oui, mais c'est comme ça qu'on les aimait, nous. Oh là là. Oh la beauté. Oh. Voilà, la race Aubrac. Ce sont des faux filets que j'ai fait à la braise. Là. Alors question du coup de profane, en général il vaut mieux cuire un morceau très épais, c'est ça, plutôt qu'un morceau assez fin? Oui, parce qu'on arrive à avoir, on la croûte tout le tour et à l'intérieur elle est très rouge. Hein. C'est une viande qui a beaucoup de caractère et beaucoup de goût. Et quelle est la particularité de cette race Aubrac? Alors j'ai compris qu'elle était mixte, c'est-à-dire qu'elle est à la fois laitière et race à viande. Oui. Et puis c'était des bœufs de trait au départ. C'était les tracteurs dans le temps, hein, en fait. Mais bien sûr. Elle a été très facile à dresser et cette race était adaptée à notre région. Je dois dire que l'aligot avec ta viande d'Aubrac, là c'est quand même un mariage de raison. Hein. Délicieux. Ça vous plaît? Ah oui. Ah ouais, vraiment. Le goût fumé, ouais, ça va vachement bien. Très très bon. Alors on n'aurait pas imaginé un repas sans Roquefort bien sûr et sans l'aïeul. C'est un peu le territoire des fromages ici. Ah, c'est les deux AOC Ouais. du département qui sont réunis sur le même plateau. Et alors qu'est-ce que c'est ça, dis-moi? Alors ça en fait c'est un couteau qui servait. Si. Alors c'est un couteau qui servait à revirer le roquefort. Alors ça s'appelait revirer. les cavanières. Les cavanières, c'était les filles qui de temps en temps prenaient les fromages sur leurs genoux, les tournaient en fait et grattaient le couteau. Ah, et gratter la croûte Voilà. superficielle, d'accord. Et alors, les Roquefort, Jackie? Il y a le Templier qui lui, je dirais, c'est celui qui ressemble le plus aux Aveyronnais. C'est le fromage qui a un peu de caractère. Et le Baragnol, c'est, je dirais, tout en rondeur, douceur, goût noisette et très long en bouche par contre. Et moi, j'ai goûté quand même un petit morceau de l'aïeul pendant qu'on était en train de cuisiner, là, l'air de rien. Alors, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est quand même très proche du Cantal, non? Comment ça? Ah là 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 Regardez avec nous, hein. Jusque-là, ça allait. Non, mais ça... tout à fait tort. Un repas qui On fut a l'habitude agréable. de dire, nous qui sont cousins, mais ne sont pas jumeaux en fait. Donc voilà, ça reste quand même deux fromages qui sont différents. Quand j'étais gamin, un de mes péchés mignons, c'était fromage de l'aïeul, confiture de mur. C'est vrai, les gamins, ils le mangent encore, ils reviennent de l'école, ils mangent le fromage à confiture. Il est très 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 bon, le Roquefort Templier. Très bon. Il y a un équilibre parfait entre le lait, le sel, Merci. le bleu. Très bon. Eh
ben voilà. Mais comment quitter ce plateau enchanteur, ce plateau puissant, fort, tellurique, en quelque sorte, mystérieux et mystique. Bon, bah, il va quand même falloir s'en aller. On va laisser les vaches de l'Aubrac, on va laisser nos copains. Et quelque chose me dit que dans 20 ans, ils seront encore là, en train de célébrer les traditions qui auront réussi à perdurer grâce à ce caractère solide, cette amitié, cette fraternité, cette sincérité. Bref, je ne peux que vous engager à venir visiter l'Aveyron. N'oubliez pas le coupe-vent, même en été. Et puis surtout, n'oubliez pas votre appétit et votre sourire. Salut! La dernière fois que j'ai croisé des vaches, ça a fini au garage. Hein. Tiens, Régine. Non mais sérieux, ça se sert comme ça ou... L'aligot, j'en mangerai bientôt, nous. L'aligot, je me fiche bien des kilos. Finalement, ça m'est familier parce que ça ressemble à un rouleau à pâtisserie. Hein. Je vais peut-être essayer à la maison.